Et donc président d'interprofession depuis quelques années. On m'a demandé bien sûr d'intervenir dans le cadre de cette journée sur ce que peut faire une interprofession dans ce contexte qui vient d'être évoqué aujourd'hui. On se pose des questions où la filière viticole est en mutation. Alors je serai en quelques minutes certainement réducteur, bien sûr, par rapport à l'ensemble des actions qui sont menées par l'interprofession. J'espère pas caricatural. Donc évoquer ces grands enjeux collectifs, puisqu'on vient de l'évoquer, et Michel l'évoquait, sur cet engagement collectif que l'on peut mettre en œuvre. Rappeler ce qu'est l'interprofession, l'interprofession des vins de la vallée du Rhône, couvre un territoire large, et donc les parts du sud de Lyon, sur les vignobles de Condrieu, Côte-Rôtie, et puis descend jusqu'à Avignon, sur les deux rives du Rhône, en embrassant des crus des Côtes-du-Rhône, des appellations régionales, Côtes-du-Rhône, Ventoux, Luberon, Costières, et donc périmètre relativement large de vignerons et de maisons de négoce. Ça a été évoqué dans les propos, bien sûr, donc cette interprofession est assise sur ces deux familles, producteurs-négociants, négociants-producteurs. Je suis le président du négoce au premier rang, c'est légèrement. Effectivement, aujourd'hui, les métiers se mélangent, en tout cas si les métiers ne se mélangent pas, les entreprises, effectivement, ont pu activer ces deux métiers au sein de leur activité. On évoquait, en tout cas, cette nécessaire adaptation. Moi, je voudrais aller, avant d'aller sur les ambitions, évoquer cette nouvelle donne, en tout cas, de la filière et de la structuration de la filière. C'est pas tout à fait neutre dans l'adaptation au marché. On avait par le passé une filière qui était organisée avec des producteurs d'un côté, qui faisaient du vin, et un négoce qui était structuré notamment autour de négoce vraqueur qui était important chez nous, dans notre région, qui pesait à peu près pour 60% des volumes. Et puis après, ce négoce vraqueur redistribué à des négoces embouteilleurs. Cette partie-là a tendance, alors ça reprend l'exemple un peu du sablier, bien sûr, puisque cette partie-là a tendance à disparaître, et ce négoce dit vraqueur pur a un peu disparu ces dernières années. C'est pas tout à fait neutre dans l'adaptation de nos vins au marché, parce que si le négoce est en contact, je dirais, avec ce marché-là, et une vision assez correcte et très correcte du profil des vins, c'est vrai que quand on se retrouve producteur, on a un maillon qui a disparu dans ces dernières années, et c'est vrai qu'on se retrouve un peu plus directement en contact avec le marché, d'où une nécessaire adaptation qui peut effectivement prendre du temps et en tout cas poser peut-être quelques soucis dans les temps qui viennent. L'interprofession, c'est trois métiers. C'est de la technique, de l'économie et de la promotion et du marketing. Donc la technique au sein de l'Institut Rhodanien, qui développe toutes les stratégies techniques d'adaptation au changement climatique, on en a parlé, l'adaptation au nouveau profil de vin également, et tout ce qui est aussi la réduction des intrants. L'éco, c'est de l'ingénierie, et la promo. Donc la promo reste le métier fort et le pôle d'activité majeur d'Interrhône. Globalement, pour donner quelques chiffres, c'est 11 millions d'euros investis par an sur tous les marchés, France et export, par toutes les appellations adhérentes à Interrhône. On investit sur 15 marchés à l'international, donc une voie qui est qui est relativement importante. L'interprofession, c'est pas une entreprise. L'interprofession n'a jamais vendu une bouteille de vin, n'en vendra pas. Donc l'interprofession, c'est un cheval de Troie, c'est un cadre global sur lequel on va bâtir une stratégie, encore une fois, collective, dans laquelle les appellations d'origine doivent s'insérer, et derrière les appellations d'origine, bien sûr, ce sont les entreprises. Donc quand on est à la tête d'une interprofession, l'objectif c'est de choisir et d'avoir des partis pris forts pour guider, je dirais, l'ensemble des membres de cette interprofession. Alors ça peut être, je dirais, réducteur encore une fois, mais il est important qu'on donne le ton, la voix et l'orientation. Alors j'espère que les choix que nous avons faits ne sont pas, je dirais, en opposition ou décalés par rapport aux présentations précédentes qui ont eu lieu. Et donc on a pris quelques partis forts, et notamment sur nouveaux plans, je dirais, de promotionnels, que sont des aspects forts sur l'export ou sur la diversification. Donc, ça vous a été évoqué bien sûr aujourd'hui. Nous sommes arrivés à mobiliser sans dégrader notre niveau de promotion habituel, à débloquer un plan de 12 millions d'euros complémentaires, donc 3 millions d'euros pendant 4 ans. Là aussi, c'est important d'avoir une vision, une durabilité, une pérennité dans les opérations que l'on met en œuvre. Donc 3 millions d'euros par an pendant 4 ans, c'est la première fois qu'une interprofession, en tout cas que la nôtre, se dote d'un budget pluriannuel sur quelques marchés cibles. Donc il devient un complément. Je ne ferai pas de raccourci, mais
là où on peut, à certains endroits, mobiliser des fonds et des réserves pour aller à de la destruction. Nous avons fait le choix de mobiliser ces fonds et ces réserves pour aller à la promotion. Voilà un parti fort d'une région et d'une appellation, et en tout cas d'appellations qui veulent effectivement aller de l'avant. Donc sur cette partie-là, oh, c'est un peu vite, non? Oh, c'est vous qui allez doucement. Ah bon? Non, revenez. Revenez sur la partie. Tac, tac. Tu vois, rien avant ou après? Ah, ça, voilà, juste ça. Mais je vais en sauter des slides, ne vous inquiétez pas. On a trois ambitions. En fait. C'est vous qui avez commencé à parler du plan de promo, donc je vous ai mis tout de suite sur le plan de promo. J'étais pas sur. Voilà, parmi les partis pris, une ambition volumique. Alors, ça, on l'a dit ici aussi, difficile effectivement de savoir ce que sera le vignoble demain, mais là aussi, à notre place, difficile d'avoir une vision de réduction de notre potentiel de production. Alors, il sera peut-être fait avec moins de surface, mais une volonté portée par la partie technique d'avoir une productivité de notre vignoble. Donc vous voyez, l'idée c'est de porter un rendement économique aujourd'hui qui est à 38 hectos et se rapprocher du rendement agronomique et du rendement, je dirais, cahier des charges de nos appellations autour de 48, ce qui explique cette volonté d'une légère croissance, en fait, mais en tout cas d'une non-dégradation des volumes. C'est dans ce pilier-là qu'on trouve peut-être pas tout à fait la réponse, mais en tout cas une partie de la réponse à la performance économique des entreprises et donc à ce que vous évoquiez il y a quelques minutes sur comment on peut maintenir une concurrence avec des pays étrangers qui parfois ont des coûts de production réduits. Ça passe forcément par une notion de rendement, de rendement optimisé. Voilà, il est cantonné effectivement sur des rendements assez faibles, autour de 38 hectos aujourd'hui. Les coûts de production bien sûr explosent. Donc comment on retrouve de la performance de production et de productivité. Donc ça passera bien sûr certainement par une adaptation de notre vignoble, encore une fois, à ce qu'est l'adaptation au changement climatique avec des nouveaux cépages, avec certainement peut-être des réseaux d'irrigation pour autant qu'on ait de l'eau. Voilà, en tout cas, un travail, je dirais, de fond qui est réalisé. On retrouve donc le deuxième pilier fort en partie pris sur la diversification. Donc vous savez, la vallée du Rhône est une très très grande région productrice de vin rouge très qualitatif. Malgré ce, alors ça pèse aujourd'hui à peu près 80, un peu plus de 80% des volumes sont des vins rouges, autour de 10-12% sont des vins rosés, le reste ce sont des vins blancs. Donc on voit qu'on a plutôt les deux pieds, les deux mains, les quatre doigts dans le même sabot, et effectivement quand face à nous se dresse un mur, ou en tout cas une pente qui tend à devenir plus raide sur la consommation, donc la distribution des vins rouges, et bien on a de quoi se poser des questions. Donc l'objet c'est de rééquilibrer un petit peu les choses. Alors pas de discours caricatural ou de raccourci, on n'a pas évoqué ici un blanchissement à 100% de la région, mais l'idée effectivement est de pouvoir avoir un travail sur les vins blancs en doublant les volumes. Donc quand on annonce 300 000 hectos, voilà, c'est un doublement des volumes, donc l'idée est de légèrement dégrader la production de vin rouge autour de 70% pour faire monter, alors sur les rosés, dans notre région, on a le sentiment qu'on arrive malgré tout peu ou prou à un plafond de verre, donc il y a une ambition rosée qui est relativement limitée. Par contre, sur les blancs, on a effectivement des terroirs à blanc sur un certain nombre de zones par chez nous, et donc une volonté de faire grandir ce volume de vin blanc. L'autre partie, c'est l'export. Nous ne sommes pas les meilleurs à l'export ici, c'est un constat, une donnée assez froide. Effectivement, nous sommes, par rapport aux grandes régions, autour de 30-34% des volumes produits qui sont exportés. On est un petit peu loin de nos collègues, qu'ils soient des autres régions, bourguignons, bordelais, voire provençaux, qui flirtent avec les 50%. Plus vite. Plus vite. Je vais aller plus vite. Donc voilà, donc l'idée est de mettre des moyens effectivement à l'export pour retrouver peut-être une place et en tout cas aller sur ces marchés valorisés, premium comme on l'a déjà dit. Donc des budgets qui sont mis en œuvre. Je ne rentrerai pas dans les différents slides qui sont des plans d'action, mais globalement deux aspects quand on va aller sur le grand export. Qui sont relativement novateurs pour nous. Donc une partie diffusion, le but c'est d'embarquer en fait le plus de monde possible, ce qu'on a appelé accompagner les primo-exportateurs. Ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, le but c'est d'aller sur ces grands marchés où il y a de la place, avec un peu plus d'entreprises que ce qu'on avait l'habitude d'amener. C'est ce qu'on appelle chasser en meute chez nous en nom de code en interne, et effectivement ouvrir en fait les canaux de distribution, donc en embarquant des jeunes exportateurs, stimuler la diffusion secondaire, c'est classique, c'est mettre en place des opérations quand on est en place, et puis également toute la partie pédagogie, relations presse, voilà, sur laquelle je peux passer assez vite. Donc on va gagner du temps, vous pouvez avancer, j'irai rapidement sur la conclusion, mais pas loin. Voilà, donc ça c'est les activations et le nombre de pays sur lesquels on
peut activer les choses, donc d'événements. Donc globalement 15 pays à l'export aujourd'hui travaillés, un focus sur 5 pays. 5 pays qui vont devenir prioritaires sur lesquels on renforce nos budgets. États-Unis, Canada, Chine, Corée du Sud et Singapour. Voilà, donc des pays référents pour nous qui ont été évoqués tout à l'heure, et encore une fois, donc rien de bien novateur. C'est un exercice qui n'est pas simple, hein, quand on est dans une interprofession, on a des membres, on fait du vin, donc c'est difficile de se différencier sur autre chose que le vin, donc pas de capacité bien sûr à prendre la parole sur autre chose, donc nous devons travailler nos fondamentaux, que sont les nôtres, pour aller effectivement accompagner au mieux les entreprises et les appellations, donc ça c'est la conclusion bien sûr de ce projet ambitieux et pluriannuel, donc je disais de 12 millions d'euros, avec un certain nombre de professionnels ciblés, un certain nombre de vins dégustés. Voilà, je voulais juste parler un peu plus rapidement sur les conclusions. Après, par la suite, on l'a fait en essayant de respecter complètement, on parle de solutions, hein, tout à l'heure vous me disiez s'il y a des solutions, donc forcément on a des espoirs qu'on n'a pas directement les solutions, mais en tout cas encore une fois qu'il faut donner les grands axes. Il s'agit pour nous de respecter vraiment ce que sont les fondamentaux de notre région et de nos produits, tant sur le plan technique, donc l'adaptation de nos produits sur le plan technique, on l'a dit, changement climatique, réduction des intrants, tendances société également, et tendances sociétales qui sont fortes, qui sont là, donc tendance environnementale bien sûr, hors de question de passer à côté. On a un travail que l'on mène de façon plus structurée au sein de l'Institut Rodalien depuis quelques temps, sur le profil des vins. Ça a été évoqué également, hein. On a souvent prêché la diversification, blanc-rosé, sans avoir pris spécialement le temps de définir ce qu'était le profil de nos vins. Ce sont des vins qui sont un peu plus complexes que des vins de cépage, donc il faut qu'on ait une prise de parole qui soit un peu plus appuyée, peut-être un peu plus didactique. Donc on a travaillé ce que sont les profils des vins blancs de la vallée du Rhône, autour des profils vifs ou plus fruités, ou des profils de garde. Et on va pouvoir déguster ça d'ailleurs tout à l'heure. Dans quelques minutes. Voilà, et les derniers éléments, c'est bien sûr maintenir une pression de communication pour nous qui est super importante. Et de ne pas se limiter en matière, ça a été évoqué, de réflexion sur les diverses innovations qu'il peut y avoir, tant sur les contenants que sur l'eau alcool également, puis sur la réglementation vient d'évoluer. Il y a une capacité certainement à avoir du très très bas en alcool au sein des bouteilles, au sein des appellations. Voilà, si vous en avez. Soutenu. Merci. Merci Philippe de la réponse. Président Interro. Notre dernière intervention elle est pour Franck Alexandre, qui est vigneron et président du Crédit Agricole Alpes-de-Provence. Bonjour, partenaire cet après-midi. Oui, je vais rester droit comme ça, je serai très rapide sur mon intervention. Vous avez souhaité. Alors déjà vous dire pourquoi le Crédit Agricole est ici, d'abord, première des choses. Et la deuxième, qu'est-ce que peut apporter le Crédit Agricole en termes de solutions et surtout d'accompagnement. Aujourd'hui, on a bien entendu bon nombre d'interrogations, d'inquiétudes parfois. Il y a des vignerons que je connais bien dans cette salle. Et sans un banquier, on ne peut pas faire grand-chose en matière ni d'ambition et ni parfois de plan de restructuration. Donc le Crédit Agricole est là aujourd'hui, alors c'est pas parce que le président de l'université est un gros client du Crédit Agricole, hein, donc c'est pas tout à fait ça, bien que il est respectueux. Emprunteur ou emprunteur? Secret bancaire, Michel. Mais également parce que on se doit justement de participer à toutes ces réflexions. Je suis président au niveau national du Crédit Agricole, vous savez l'ADN qu'a le Crédit Agricole dans cette viticulture française, puisque simple deux chiffres que je vais vous donner. Le premier, 75% des financements de la viticulture française se fait par la Banque Crédit Agricole, par le groupe Crédit Agricole, pas que d'ailleurs le Crédit Agricole, Suez et d'autres filiales de Crédit Agricole, notamment Amundi, pour ceux qui connaissent, et puis des participations, notamment en Champagne, vous l'avez évoqué, mais aussi en Provence très récemment, de nos différentes filiales, pour justement porter cette viticulture française. Alors aujourd'hui, on se doit de participer à ces réflexions. Et je remercie le président et sa directrice d'avoir mis ces réflexions cet après-midi devant nous. Je pense que tout entrepreneur, tout viticulteur devrait se poser ces questions, devrait aller voir ces tendances de consommation qui nous ont été abordées par Jérôme Fourquet.
Il a parlé de proximité, d'immédiateté, de circuits courts, d'arbitrage parfois. C'est très important dans les entreprises lorsqu'on veut investir, mais c'est important aussi pour un banquier, parce que si demain quelqu'un arrive avec justement des solutions de circuits courts qui peuvent nous paraître intéressantes, eh bien nous suivrons ces projets-là. Donc on doit s'inspirer de tous nos intervenants. On parlait aussi tout à l'heure avec Thierry Lauré d'écouter le consommateur, de s'adapter. J'ai entendu, je Lauré, je ne sais pas combien de fois dans votre intervention, et je pense que les viticulteurs doivent s'adapter, mais doivent s'adapter aussi avec ces banquiers. Et les banquiers doivent s'adapter aussi à la viticulture de notre région. Nous sommes sur des grands projets aujourd'hui de financement. On a parlé de changement climatique, d'adaptation pour le vignoble. On est donc partie prenante sur tout ce qui est irrigation, sur le projet HPR au niveau du Nord Vaucluse, parce que là aussi, la viticulture française a besoin de banquiers qui s'engagent. Nous sommes aussi très attentifs aux solutions. Donc demain, une jeune start-up ou même un jeune qui crée sa dynamique commerciale par le net, et bien jusqu'à aujourd'hui, et je remercie, ils sont dans la salle, les chefs de centres bancaires, notamment viticoles aujourd'hui, et bien lorsqu'on va avoir ces projets un peu innovants, on peut hésiter en tant que banquier. Donc après des après-midi comme celle-là, avec des solutions adaptées, ou des innovations, ou des orientations, et je pense qu'on regardera d'une autre façon justement tous ces dossiers de jeunes qui sont justement sur ces nouveaux réseaux sociaux, et où, j'allais dire, leur commercialisation va s'adapter. Alors bien sûr, on continuera à travailler avec notre interprofession, parce que les grandes tendances et, j'allais dire, grands espoirs de demain se discutent au sein de cette interprofession, à la fois au niveau du négoce, mais également de la production. Mais nous avons, nous également, une responsabilité. Et si demain, parce que lorsqu'on a des vignerons, tout à l'heure j'ai entendu un caviste ou une sommelière qui disait, mais heureusement je ne suis pas vigneronne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelques vignerons qui se posent des vraies questions et qui sont en partie en difficulté. On a parlé de distillation, on a parlé d'arrachage. Je pense que pour les nouvelles générations, il ne faut pas aller, ce sont des solutions qui peuvent être conjoncturelles, mais qu'il faut adapter parce que demain, si on arrache notre vignoble, eh bien d'autres partie du monde le prendra. Donc je pense que ce n'est pas une solution, et donc nous devons convaincre l'ensemble des banquiers, mais également des partenaires de la viticulture pour s'associer et pour accompagner cette viticulture et ce changement. Et aujourd'hui, moi ce que je voudrais dire, c'est que tous ces vignerons qui se posent des questions, lorsqu'on a une cave coopérative qui est en difficulté, nous on n'a pas de chance parce que bon, la coopérative est chez nous, donc nous la finançons, mais derrière tous les coopérateurs sont aussi au Crédit Agricole, donc c'est une double peine. Donc, n'hésitez pas à venir voir vos banquiers. N'hésitez pas, lorsque vous avez surtout des difficultés, lorsque vous n'en avez pas, lorsque vous êtes positionné, le directeur de Châteauneuf-du-Pape, il y en a que quelques chances d'être dans des belles appellations. Il y en a qui envisageraient d'y être, mais c'est difficile pour certains. Et le foncier est un vrai sujet également. Donc là aussi, c'est dans notre région, avec la pression touristique. Donc j'espère que ces solutions de nos tourismes, Michel, que tu portes au niveau national, malgré les poubelles parisiennes, cette image de la France et du vignoble français, j'espère qu'on la portera avec vous. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci Franck-Alexandre. Président du Crédit Agricole Alpes-Provence, on va donner le mot de conclusion à Michel Bernard, donc président de l'Université du vin de Suse-la-Rousse, délocalisée aujourd'hui dans sa banlieue. L'université a beaucoup d'ambition. On commence à le montrer aujourd'hui. Ça ne fait que commencer. Bien, je vous remercie d'avoir suivi ça avec notamment une grande attention. Merci d'être venu, merci de nous avoir écoutés. J'espère que personne n'aura été trop long. Et moi, je vais m'efforcer de ne pas l'être aussi. Mais je me dois d'adresser quand même des remerciements. C'est un peu de litanie, mais franchement, je n'aurais pas fait cela si je n'avais pas eu autour de moi un petit groupe qui m'a aidé à travailler. Un groupe avec Sylvie Reboul, Christelle Leprel de Vin et Société qui a dû nous quitter parce qu'elle devait rentrer à Paris, et son président, Samuel Montgermont,
qui a passé des consignes pour que on ait tout ce que le vin et société pouvait nous donner. Sylvain Michel, membre du comité directeur de l'Université du vin. Sébastien Lacroix, un interrode, responsable des éveils économiques. Jérôme Lost, qui représentait le Crédit Agricole, et qui a... Tous ces gens-là ont assisté à toutes nos réunions de préparation, et il y en a eu plusieurs quand même, Géraldine, je ne sais plus, mais bonne publicité. Je remercie aussi les syndicats, ou autrement appelé aussi ODG, celui des Côtes du Rhône, celui des Côtes du Ventoux, celui des Côtes du Luberon, celui des Costières de Nîmes. Je remercie Interrhône, son président, son directeur, que je n'ai pas vu, en tous les cas, il est là. Bon. Merci, M. Chalumeau. Son président, Philippe, merci de votre soutien. Et je remercie, bien entendu, le Crédit Agricole. Franck, dès que je me lève, il prend ma place. Oh là là. Merci Franck de tout ce que tu nous as apporté, de ton soutien, qui a été un élément déterminant pour amener avec toi les 4 caisses de notre ressort, c'est-à-dire Alpes-Provence, la tienne, Sud-Rhône-Alpes, Centre-Est et le Languedoc. Sans ta forte recommandation, je crois que d'autres n'auraient pas suivi comme ils l'ont fait. Merci. Je remercie bien évidemment aussi l'équipe de l'université, managée, entraînée par Géraldine. Merci de votre soutien, merci d'avoir participé à tous nos travaux. Merci aux membres du comité directeur qui, alors qu'au début, j'annonçais un budget un peu flou, m'ont fait confiance. J'apprécie. Je vous jure que j'en profiterai pas, mais bon, en tous les cas, là, c'était bien. Voilà, merci. J'espère que de cet après-midi... Ah oui, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai écrit là? Oui, je l'ai oublié quand même. Un des maillons essentiels tout de même. Sylvie Bokowski et son agence, Les Intuitives, qui a été la cheville ouvrière de l'organisation opérationnelle et matérielle de l'opération. J'espère que vous garderez de cet après-midi suffisamment de bons souvenirs et d'idées à exploiter. Et puis, je remercie, j'allais aussi oublier, M. Fouquet, M. Lauré et M. Seski de s'être prêté à cet exercice, d'avoir consacré une partie de votre temps que je sais précieux pour nous. Et puis je vous dis bien peut-être à bientôt, à très bientôt, parce que on va attendre le retour. Mais si personne, ou si pas trop de monde, nous fait des observations sévères, des remontrances carabinées, eh bien je crois qu'on envisagera de recommencer ça. Voilà, bonne soirée. Alors oui, non, avant de dire bonne soirée, un vin d'honneur offert par Interrhône, en partie, et par l'université. Aussi, hein. M. Chalumeau n'a pas voulu tout prendre. Et tu vois, Philippe, que les intérêts financiers de l'interprofession sont bien tenus, hein, je peux te le dire. Hein. Donc, un vin d'honneur est servi en haut à l'étage, là, dans la salle de la panéterie, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que vous prenez l'escalier à droite, et vous prenez l'ascenseur, et c'est en haut. Et merci, bonne soirée. J'ai oublié de remercier